Et donc, là, on va passer la parole à Delphine de Blom, donc, de Lille, comme beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc, Delphine va traiter de l'anesthésie chez le patient BPCO. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai l'honneur de commencer cette session, merci, avec le patient BPCO, une thématique à laquelle on est fréquemment confronté dans le Nord-Pas-de-Calais, mais pas que, un peu partout en France. Alors, en introduction, la BPCO, vous le savez, c'est une maladie chronique inflammatoire des bronches qui est définie par une obstruction progressive et permanente des voies aériennes. On estime que 80% des cas de BPCO sont attribuables au tabagisme, qu'il soit actif ou passif. Ça veut dire que 20% des patients atteints de BPCO n'ont jamais été exposés au tabac. C'est important à savoir pour éviter des impairs diplomatiques auprès de nos patients. La BPCO ne se guérit pas, mais sa prise en charge peut ralentir son évolution et également inverser certains symptômes. Sur le plan épidémiologique, la prévalence est difficile à estimer à cause d'un sous-diagnostic important de cette pathologie, notamment dans notre région. Mais globalement, un peu plus de 4% de la population globale en sont atteints et un peu plus de 7% des plus de 40 ans. Je suis obligée de faire un petit rappel de définition et de classification. La BPCO, elle est définie selon les épreuves fonctionnelles respiratoires par un VEMS sur une capacité vitale fonctionnelle inférieure à 70%, c'est le rapport de Tiflo. Et elle est classée selon la classification de Gold en fonction ensuite du taux de VEMS. Donc Gold 1, 2, 3 ou 4. Légère, modérée, sévère ou très sévère. Depuis 2017, on a également la classification Gold ABCD, qui est essentiellement utilisée par les pneumologues, qui se base sur le nombre d'exacerbations annuelles, les hospitalisations et le retentissement fonctionnel. En anesthésie, on a tendance à préférer la classification de Gold standard, parce qu'elle a l'avantage de la simplicité, en étant basée exclusivement sur un chiffre de VEMS. Petit rappel physiopathologique de BPCO, avec en haut à droite, je vous ai fait un rappel du schéma des différents volumes pulmonaires. La BPCO est un syndrome obstructif avec une diminution du rapport de Tiflo et du VEMS. Les conséquences de tout ça, c'est l'augmentation des résistances des voies aériennes, une hyperinflation pulmonaire avec distension et emphysème, une augmentation du travail respiratoire, une augmentation du débit inspiratoire, une augmentation du temps expiratoire, une augmentation de l'espacement et enfin une perturbation des centres respiratoires. Cette inflammation chronique va entraîner une hyperréactivité bronchique, une hypersécrétion bronchique et une prédisposition aux surinfections bronchopulmonaires, et ce, quel que soit le stade de la BPCO. Pour remettre bien le contexte au bon endroit, je suis obligée de parler rapidement des effets de l'anesthésie sur les volumes pulmonaires chez le patient lambda, un indemne de pathologie respiratoire. Vous savez tous que l'anesthésie entraîne une diminution de la CRF liée à la fois à la position, à la diminution des forces d'expansion de la cage thoracique, à l'augmentation des forces de rétraction du parenchyme pulmonaire. Elle entraîne également une hypoventilation alvéolaire liée à l'oscillation principalement, une modification des rapports ventilation-perfusion et parfois une ventilation inadéquate. Enfin, l'anesthésie est pourvoyeuse d'atelectasie, à la fois liée à la position et également aux déventilations répétées. Et bien sûr, on parle d'une anesthésie du patient BPCO, on endort les patients pour une intervention chirurgicale, donc la chirurgie a également des effets sur les volumes pulmonaires, principalement un syndrome restrictif qui est per- et ou post-opératoire, notamment en cas de chirurgie abdominale haute ou thoracique, en cas de chirurgie longue, d'iléus post-opératoire ou de douleur post-opératoire. Tout ça, on entend le risque de décompensation respiratoire. Alors au total, on est en train de parler d'un patient atteint d'une obstruction bronchique chronique non ou incomplètement réversible, qui va avoir une anesthésie aux conséquences physiopathologiques sur la ventilation, pour bénéficier d'un geste chirurgical qui également va avoir des conséquences physiopathologiques sur la ventilation. On peut schématiser ça comme ça. Le patient BPCO avec sa symptomatologie, sa sévérité, sa stabilité, ses traitements, ses autres comorbidités, le contexte, urgence, pas urgence, la chirurgie mineure, majeure, abdominale, périphérique, avec ses risques, et puis une anesthésie qu'on va lui proposer également avec des risques. Donc ça, globalement, c'est ce qu'on fait tous les jours pour tous nos patients, c'est-à-dire élaborer une stratégie optimale et une prise en charge adaptée. Dans le cas de la BPCO, et ce petit encart en haut à gauche, c'est une pathologie qui est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'un patient BPCO, il n'y a pas une stratégie pour un patient BPCO. Ça va du patient qui est polysymptomatique avec un ES normal, globalement, comme n'importe quel autre patient comme vous et moi,
aux patients insuffisants respiratoires chroniques terminales oxygéno-réquérants. Et c'est ça qui va faire toute la complexité de leur prise en charge. La première chose qui va être très importante, sur laquelle je vais insister, c'est l'évaluation préopératoire. C'est ça qui va nous permettre de déterminer la bonne stratégie, ou en tout cas celle qui sera le plus optimale. Pourquoi ? Parce que je viens de vous le dire, le patient BPCO, ça peut être ça, et les images de scanner sont assez parlantes, même si c'est juste un aspect morphologique, c'est-à-dire un scanner quasiment normal, avec juste quelques petits épaississements des parois bronchiques, ou bien ça. Et on comprend tout de suite que les enjeux sont complètement différents. L'évaluation préopératoire, il faut donc qu'elle nous détermine le retentissement fonctionnel, avec la fréquence des bronchiques, l'ancienneté de la BPCO, les traitements éventuels, la stabilité. L'examen clinique va nous permettre aussi de voir s'il y a un retentissement permanent au repos ou pas, s'il y a une diminution de la saturation en oxygène, s'il y a une auscultation anormale, un frein expiratoire, tous les signes classiques de bronchite chronique. Et les examens complémentaires vont être assez intéressants. Les épreuves fonctionnelles respiratoires vont nous permettre de savoir le stade de la BPCO. Le scanner thoracique, s'il est disponible, il est assez informatif, comme on l'a vu juste avant, ça nous donne déjà une idée des risques et des enjeux qu'on va avoir au cours d'une anesthésie. Le suivi pneumo, c'est aussi important. Et enfin, les examens cardiovasculaires peuvent l'être aussi, puisque le tabac est également un facteur de risque de coronaropathie. Alors, patient BPCO, anesthésie générale ou anesthésie loco-régionale, c'est sans doute la question à laquelle vous attendez que je réponde. Je ne pourrais pas y répondre formellement, puisqu'il n'y a rien de très clair dans la littérature qui est assez ancienne, assez pauvre, assez discordante, assez hétérogène sur le sujet, mais globalement, la grande tendance qui se dégage, c'est de privilégier l'ALR à chaque fois que possible, même si son avantage par rapport à l'AG n'est pas très bien documenté. L'exemple avec une étude qui date un petit peu, elle date de 2015, étude américaine rétrospective certes, mais qui a l'avantage d'avoir quand même été faite sur plus de 5000 patients qui ont été appariés AG versus anesthésie régionale, donc bloc périphérique rachis ou péri, tous BPCO sévères, donc tous avec un VEMS inférieur à 50%, et appariés sur les comorbidités, le type de chirurgie, donc ils ont été essentiellement ortho, vasculaire et uro. La chirurgie thoracique, cardiaque ou abdominale était difficilement éligible à cette étude. Et leur objectif principal, c'était d'essayer de quantifier le bénéfice de ne pas faire d'AG chez un patient BPCO sévère. Ils ont comparé la morbidité et la mortalité, et ils ont retrouvé que globalement, on avait une baisse significative dans le groupe anesthésie régionale des complications respiratoires, des complications aussi d'un autre ordre, mais aucune différence en termes de mortalité. Ils ont essayé de regarder sur les différents types d'anesthésie régionale. Globalement, en dehors de la péridurale, les deux autres, les blocs périphériques et la rachianesthésie, montraient à peu près les mêmes tendances, c'est-à-dire diminution des complications respiratoires, sans diminution de la mortalité. Donc globalement, on avait plus de pneumonie, plus de ventilation prolongée, plus d'intubation non prévue, plus de morbidité de tout ordre en cas d'anesthésie, mais pas de différence en termes de mortalité. C'était un peu la conclusion des auteurs. Cela dit, il y avait une exception qui était le patient dyspnéique au repos. Pour ce patient-là, ils ont montré aucune différence, quel que soit le type de complication, quelle que soit la technique d'anesthésie. Ça veut dire quoi? C'est que les patients qui sont très symptomatiques, donc dyspnéiques au repos, cela, parfois, ça peut être une sécurité devant les endormir, et je vais en revenir dessus tout de suite après. Les critiques qu'on pouvait mettre sur cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de comparaison franche sur le taux de VMS, et puis qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité, mais ils ont pris exclusivement la mortalité hospitalière ou AJ30. Les patients qui se sont compliqués, est-ce qu'il n'y avait pas plus de mortalité à 1 an? Ça, on ne nous le dit pas. Alors l'ALR chez le patient BPCO, ça évite les hypnotiques, ça évite les morphiniques dépresseurs respiratoires en grande quantité, ça évite la ventilation mécanique, ça assure une analgésie optimale, et ça c'est extrêmement important, y compris en cas d'anesthésie générale, on va le revoir après, et surtout ça permet une réhabilitation post-opératoire accélérée qui a de gros avantages chez les patients atteints de pathologies respiratoires. Et les inconvénients quand même, c'est que ça ne va pas convenir à toutes les interventions. Il va falloir que le patient soit compliant et adhérent à notre stratégie, qu'il soit d'accord pour ne pas être endormi, qui tolère le décubitus dorsal. Le patient dyspnéique au repos ne va pas forcément tolérer la position. Attention à la sédation additionnelle, et ça j'insiste bien dessus. La sédation additionnelle, en plus d'une ALR, elle va entraîner une hypoventilation alvéolaire que vous ne contrôlerez pas.
Donc ça, par contre, c'est pas toujours une bonne solution. ALR, oui, mais ALR exclusive si c'est possible. L'interférence avec la fonction respiratoire, ça va dépendre de ce que vous faites comme anesthésie régionale et de votre expertise également dans ce domaine. Alors, associer AG plus ALR, oui, ça peut être une très très bonne idée pour plein de raisons, lesquelles, en cas d'anesthésie générale, on va avoir différents objectifs. Le premier, c'est d'éviter l'hypoxémie. Ça, c'est le cas de tout patient, BPCO ou pas. Chez le BPCO, on va devoir aussi éviter l'hypercapnie, prévenir l'hyperinflation dynamique et le barotraumatisme, éviter le bronchospasme, éviter les complications respiratoires, éviter la ventilation mécanique prolongée. Donc l'ALR, oui, pourquoi elle a en plus d'une âge et pourquoi elle sera intéressante, on va le voir pour éviter notamment le bronchospasme et les complications respiratoires post-opératoires. Alors, éviter l'hypoxémie comment? Avec une FiO2 adaptée, avec tout ce qu'on fait pour éviter l'hypoxémie chez n'importe quel patient. Chez le BPCO, il faudra bien dissocier oxygénation de ventilation. L'oxygénation, elle pose rarement problème, c'est plutôt la ventilation qui va nous poser problème. La petite spécificité du BPCO, on l'a vu, ils sont hyper sécrétants, donc pensez aux aspirations endotrachéales répétées. Ça pourra aussi nettement les améliorer, que ce soit en termes de ventilation ou d'oxygénation. Enfin, les manœuvres de recrutement, comme pour tout patient, elles ne sont pas contre-indiquées chez le BPCO, elles doivent juste être contrôlées et faites de manière délicate. Éviter l'hypercapnie avec une ventilation adaptée, qu'on décrit comme classiquement haut volume, basse fréquence, pour avoir un temps expiratoire qui va être allongé, permettre aux patients d'expirer et donc de se décarboxyler. Pensez à limiter l'espacement pour éviter l'hypercapnie et à utiliser une sonde d'intubation si possible de gros calibre, ça limitera encore votre espacement. Comme vous le savez, est augmenté chez le patient BPCO. Prévenir l'hyperinflation dynamique et le barotraumatisme, ça c'est un PC spécifique du BPCO, et malheureusement, aucun réglage de ventilation de base ne permettra de s'en affranchir. Ce qui va vous permettre de vous affranchir de ça, c'est de monitorer votre ventilation, de l'évaluer, de la réévaluer, de l'adapter, de la réajuster tout au long de votre anesthésie. Ce sera la seule mesure qui vous permettra d'éviter ça. Il n'y a pas de réglages standards qui vont vous affranchir de ce risque-là. C'est dommage, mais c'est comme ça. Pour éviter le bronchospasme, il est directement lié à l'inflammation bronchique et à l'hyperactivité bronchique du patient. Il faudra, si possible, le préparer en préopératoire avec des bêta-2-mimétiques, voire des corticoïdes inhalés. Et, si on peut, une kiné-respi préopératoire. Alors, dans la vraie vie, c'est pas toujours facile d'avoir un kiné qui vient faire une séance de kiné à 7h30 avant que le patient descende au bloc opératoire, mais quand c'est possible, ça permet une nette diminution du risque de bronchospasme. L'analgésie et l'anesthésie, elles devront être optimales avant toute stimulation douloureuse. Donc ça veut dire une anesthésie optimale avant tout geste ou incision chirurgicale qui peut être douloureux. Ça veut dire éviter toute stimulation quand le patient n'est pas profondément endormi à l'induction comme au réveil. Les halogénés ont un intérêt particulier pour leur effet bronchodilatateur, et puis les curares, ça dépend de si vous avez besoin d'en utiliser ou pas. En pratique, ça vous aidera surtout à traiter le bronchospasme s'il survient. Éviter les complications respiratoires, le risque est fortement majoré de surinfection bronchique et donc de surinfection pulmonaire post-opératoire. C'est toutes les mesures qui vont permettre d'éviter l'encombrement bronchique qui seront intéressantes chez ces patients. Une analgésie optimale, là encore la LR a toute sa place en plus d'une anesthésie générale, pour éviter la douleur et pour permettre aux patients d'avoir un tout efficace et une respiration adaptée et indolore. La kiné-respi également dès l'extubation, ça permet un meilleur drainage des sécrétions, ça permet une amélioration de la clairance mucociliaire qui va être altérée par notre anesthésie générale. C'est toujours pareil, dans la vraie vie, c'est pas toujours facile d'avoir un kiné en salle de réveil, mais quand c'est possible, chez les BPCO sévères, ça a un réel intérêt. Et la VNI post-opératoire systématique en relais de l'extubation chez le patient BPCO sévère, ça a aussi son intérêt. La surveillance post-opératoire, elle doit être adaptée et elle doit être la même chez le BPCO sévère, quelle que soit votre prise en charge anesthésique. C'est pas parce que vous ne l'avez pas endormi, que vous avez fait une ALR qu'il ne faudra pas surveiller de la même manière s'il est sévère ou très sévère, parce que vous ne vous affranchirez pas des complications respiratoires. Vous allez juste les diminuer, mais vous n'allez pas vous en affranchir. Donc un patient qui a 20% de VENS, il a été opéré sous ALR, mais s'il justifie une surveillance en soins continus après l'intervention, il doit bénéficier d'une surveillance en soins continus. Et bien sûr, pensez au pneumothorax en cas d'aggravation brutale, que ce soit per ou post-opératoire.
Éviter la ventilation mécanique prolongée, on n'a pas grand-chose pour ça, à part le sevrer le plus rapidement possible. De toute façon, si le patient a encore besoin d'être ventilé, encore besoin d'être ventilé, et passer par certains modes de sevrage intermédiaires, comme la VSF ou la Pro. Ça, c'est une petite illustration de l'hyperinflation dynamique et de l'autopep de ces patients, qui est quand même assez fréquente quand ils sont de PCO sévère. Vous voyez que la mesure en télé-expiration montre que le niveau de PEP est plus élevé que celui qu'il devrait être, ou bien que sur la figure du bas, sur les courbes en débit, que le niveau ne revient pas au niveau de base qu'il devrait avoir. Alors comment on optimise l'anesthésie? Comme on vient de le voir, en préparant le préopératoire lorsque c'est possible, en ayant une analgésie optimale et associer une ALR à une AG, c'est toujours une bonne idée chez ces patients. Avoir une ventilation adaptée, contrôlée et régulièrement réévaluée, réajustée, et d'éviter les stimulations à l'induction et au réveil. Et enfin, j'insiste sur la surveillance post-opératoire chez le BPCO BPCR, c'est la même quelle que soit votre technique d'anesthésie. Quelques études pour illustrer ça, c'est des petites études de faible niveau de preuve, elles sont monocentriques, elles sont rétrospectives. Mais pourquoi elles sont intéressantes? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas du tout montré ce qu'elles cherchaient à montrer, mais qu'elles pointent des idées qu'il faut quand même avoir bien en tête chez ces patients-là. Cette première étude qui cherchait à regarder l'impact des groupes de Gold, du groupe de Gold sur les complications respiratoires, n'a pas vraiment montré qu'il y avait que ça avait un réel impact. Elle a juste montré que si on faisait groupe A ou B de la classification de Gold versus C ou D, s'il y avait plus de complications dans le groupe C et D. Mais par contre, elle a montré une nette différence en termes d'infection et de complications de cicatrisation et de la voie d'abord chirurgicale. Et ça, sur un petit collectif de patients, il y avait 400 patients. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va se centrer sur le fait que notre patient BPCO, il va se compliquer sur le plan respiratoire. Mais non, votre patient BPCO, il va plus se compliquer tout court, quel que soit le type de complication. C'est un facteur de risque de morbi-mortalité post-opératoire, quelle qu'elle soit. Pas forcément, et en tout cas pas exclusivement respiratoire, même si, bien sûr, les complications respiratoires sont fréquentes chez ces patients. Cette autre étude, celle-là, elle s'intéressait à est-ce que les patients BPCO légers ou modérés se compliquent plus que les patients lambda sur une chirurgie abdominale. Cette étude, elle n'a pas montré grand-chose non plus. Par contre, elle montre un truc qui est important, c'est qu'un des principaux facteurs de risque de complications respiratoires post-opératoires dans leur groupe de patients, c'était l'hospitalisation dans l'année qui précède pour détresse respiratoire. Donc ça vous montre, comme l'étude antérieure qui montrait que la dyspnée de repos, finalement, quel que soit ce qu'on fait, il n'y a pas d'impact, ils peuvent plus se compliquer. Ça vous montre l'intérêt du retentissement fonctionnel. Ces patients qui sont hospitalisés régulièrement, qui font des décompensations fréquentes, même s'ils n'ont pas un VMS catastrophique, ils sont beaucoup plus à risque de se compliquer et il faut les prendre en charge peut-être un petit peu différemment. Enfin, la préparation, et ce qui est de plus en plus en vogue maintenant, ce qu'on appelle la préhabilitation, quand on a le temps de le faire, c'est des patients qui vont en bénéficier de manière assez importante. Donc la préhabilitation, c'est un réentraînement et une amélioration de la tolérance à l'effort. Ça permet de diminuer le travail respiratoire et d'augmenter le rendement des muscles respiratoires. Et ça revient globalement à traiter tout facteur qui va aggraver la fonction respiratoire. Dans les chirurgies, notamment les chirurgies cardiaques ou thoraciques, c'est quelque chose qui est fréquemment pratiqué quand on a le temps de le faire et quand il ne s'agit pas d'un patient qui doit être opéré en urgence relative. Et ça a montré un intérêt assez certain sur la diminution de la morbidité post-opératoire. Donc, en adaptant les aérosols, en arrêtant le tabac, en faisant de la kiné, en faisant le traitement des surinfections, une renutrition aussi parce que ces patients sont souvent dénutris, et en stage de réhabilitation, ils peuvent parfois faire tout la même chose en hospitalisation de 2 à 3 semaines. Et pour finir, le BPCO au sein d'un protocole de RAC, est-ce qu'on peut pas? Vous savez que depuis quelques années, il y a des recommandations sur toutes les chirurgies, quelles qu'elles soient, avec la réhabilitation précoce. Bien sûr que le BPCO, c'est typiquement le patient qui va beaucoup en bénéficier, puisque très vite, on va lui demander de réentraîner sa fonction respiratoire, et ça permettra à celui-ci d'être moins diminué qu'il ne le serait s'il restait dans son lit, sans kiné, sans se lever, et sans faire travailler ses muscles et son parenchyme pulmonaire. Donc ce n'est absolument pas une contre-indication, bien au contraire. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Un gaz du sang préopératoire, le gaz du sang, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que finalement il ne nous garantit pas grand-chose en termes d'hypoventilation alvéolaire et il ne garantit pas grand-chose sur comment ça va se passer quand on endort le patient.
Donc oui, quand il est fondamentalement anormal, vous savez que votre patient a un gros retentissement de sa BPCO, mais un gazus en préopératoire ne garantit absolument pas une absence d'hypoventilation alvéolaire. Par contre, l'hypoventilation alvéolaire pendant l'anesthésie, elle va directement être corrélée à votre taux de EMS, donc à la sévérité de la BPCO de votre patient. L'ALR, ça semble être une méthode de choix quand elle est possible, mais elle ne prévient pas des complications respiratoires, elle les diminue seulement, d'où l'importance d'une surveillance rapprochée chez ces patients. Selon la gravité, une ventilation contrôlée pourra être nécessaire pour prévenir l'hypoventilation alvéolaire. Au cours d'une sédation, votre patient il va avoir une hypoventilation alvéolaire et vous ne la contrôlerez pas, vous ne la maîtriserez pas. Parfois, l'anesthésie générale chez le BPCO sévère, c'est aussi la sécurité, parce que ça vous permet de contrôler les choses. Et donc, une ventilation contrôlée doit être monitorée et ajustée pour éviter le barotraumatisme et l'hyperinflation pulmonaire. Alors, en conclusion, le patient BPCO, c'est une pathologie aux multiples facettes qui va d'un patient totalement asymptomatique ou quasi-asymptomatique au patient dyspnique, au repos et orthopénique. La stratégie d'anesthésie, elle doit toujours être élaborée en fonction de la sévérité de sa pathologie, du type d'intervention bien sûr et du rapport bénéfice-risque, mais l'évaluation préopératoire va être extrêmement importante. C'est ça qui va vous permettre d'élaborer la bonne stratégie parce que vous saurez quel type de BPCO a votre patient. Et alors pour terminer, le BPCO qui s'ignore, parce que celui-là on le connaît bien, on n'en pas de Calais quand même. Donc avec un tout petit cas clinique, c'est Monsieur B comme BPCO, cas clinique véridique, il a 53 ans. Il vient pour se faire opérer d'un remplacement valvulaire aortique parce qu'il a fait 2 décompensations récentes. Il a bien sûr aucun antécédent dans ce qu'il vous dit. Il tousse, il crache tous les matins depuis plusieurs années. Il a 50 paquets années de tabac et puis il a 50% de EMS et 56% de typhlo puisque les EFR sont recommandés pour ce type de chirurgie, donc ont été faits à titre systématique. Vous êtes face à un patient qui est BPCO certain, qui n'est pas diagnostiqué, qui n'est pas traité, qui n'est pas suivi. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de l'optimiser en préopératoire si on peut, mais on ne peut pas toujours parce que parfois la chirurgie est urgente. Et surtout, et c'est le dernier message que je veux faire passer, ce patient, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un suivi pneumologique spécialisé ultérieurement. Il faudra absolument l'adresser à un pneumologue, que vous ayez le temps de le faire avant sa chirurgie ou pas. Ce n'est pas forcément notre rôle, mais comme on fait partie du maillon de la chaîne, on l'a vu, on l'a diagnostiqué pour la suite de sa prise en charge globale de son projet et pour la suite de sa vie, tout pour ce patient, il faut absolument qu'il voit un pneumologue. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup Delphine. Eh bien, cette communication, comme on dit, est ouverte à la discussion et aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai un micro et des gens qui vous permettent de venir vers vous facilement. Tout était clair? Tellement clair qu'il n'y a aucune question? Alors moi, je veux bien, pour lancer la discussion, poser une question sur un des points que tu as abordé au cours de l'anesthésie générale. Delphine t'a dit qu'en cas d'hypoxémie, il t'a mis en troisième point avec 4-3 les manœuvres de recrutement. Alors, j'avais la notion qu'il fallait faire pas mal attention aux manœuvres de recrutement chez les BPCO qui avaient des bulles, et donc est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre, voire ne pas en faire, ou alors non, il n'y a pas, finalement c'est assez théorique. Et la deuxième chose, c'est que ces patients-là, du fait, tu l'as dit, de leur autopipe, de leur constante d'expiration longue, finalement faisaient moins d'affaissement et d'atélectasie qu'on voit chez le sujet non BPCO, et que ça, finalement, la BPCO protégeait un peu les atélectasies, les microatélectasies d'anesthésie, et qu'il y avait moins de risque d'hypoxémie de spontanéation. Alors, je ne suis pas sur ces deux questions, peut-être surtout la première, s'il y a un risque potentiel. Alors, les manœuvres de recrutement, bien sûr, il y a toujours un risque, mais qui va peut-être être un peu majoré par rapport au sujet qui est un parenchyme sain, mais c'est absolument pas une contre-indication. La contre-indication, il faut juste qu'elle soit contrôlée, notamment contrôlée en pression et faite délicatement. C'est pas une contre-indication. Après, sur la deuxième question, il peut y avoir une hypoxémie, il peut y avoir des atélectasies quand même, puisque chez le patient BPCO sévère, surtout, il y a une redistribution des rapports ventilation-perfusion. Les bulles d'emphysème, elles vont parfois comprimer le parenchyme sain. Et donc on va se retrouver avec un patient qui a des bulles d'emphysème et qui a de l'atélectasie. Donc c'est pas aussi tranché. Il y a un peu moins d'atélectasie que peut-être que chez le patient lambda en raison de leur autopep, mais
ça ne les protège pas à 100%. Et c'est en ça que les manœuvres de recrutement, elles ont quand même leur place chez ces patients-là. À faire délicatement, bien sûr. Alors après, dans le cas général, le patient qui a une énorme bulle comme le deuxième scanner que je vous ai montré, peut-être que lui, si c'est une chirurgie courte, s'il n'y a aucun problème d'hypoxémie, peut-être qu'il ne faut pas en faire, effectivement. Ok, juste avoir ça en tête avant de balancer. Le patient serait un peu gros, 50 cm d'eau. Ah non, c'est vraiment très contrôlé en pression, les manœuvres de recrutement. Ok. Je suis toujours le seul à poser des questions. Pauline? Tu peux parler de ce cas, Nicolas, pour... J'ai juste une question. Pour l'évaluation préopératoire, si vous voyez un BPCO sévère qui n'a pas de cardiopathie connue a priori et qui est prévu pour une chirurgie programmée de risque modéré normal, dans quel cas vous l'orientez vers un cardiologue et vous demandez une échographie cardiaque? Quels sont les critères un peu précis sur les EFR ou sur la clinique quand vous l'évaluez, ou il ne faut pas forcément les demander de manière très large? Alors le BPCO, s'il est très sévère, il doit bénéficier d'une échographie cardiaque, pas d'un test d'ischémie non invasif, d'une échographie cardiaque pour évaluer ses pressions pulmonaires et voir s'il y a un cœur droit chronique, à partir du moment où il est sévère. Donc dans le cadre de son suivi, normalement, ça a été fait et le pneumologue l'aura adressé à un cardiologue. Après, si la question c'est est-ce qu'il y a une coronaropathie, là on parle plus d'écho-cœur, on parle d'échographie à la dobutamine ou de test d'ischémie non invasif. Et ça, après, on reste sur les critères standards du score de Lee ou du score de Lee adapté à la chirurgie dont il va bénéficier. Bonjour Delphine, j'avais une question pratique. Comment tu fais avec les aérosols en préopératoire? Est-ce que tu as des protocoles standardisés sur les bêta-2, le corticoïde inhalé, et puis en post-opératoire aussi? Ou pas? Alors nous, on fait les choses simples, on leur fait un aérosol de salbutamol et un aérosol de pulmicort avant de descendre au bloc opératoire. Et en salle de réveil, après l'extubation. Je crois qu'il n'y a pas de protocole clair. Nous, on s'est inspiré de ce que font les pneumologues en cas d'exacerbation de BPCO dans leur service, en fait, tout simplement. Delphine, il y a un moment qui est peut-être le plus compliqué à gérer chez les patients qui sont assez sévères, c'est le préopératoire au moment d'évaluer le rapport bénéfice-risque. Enfin, évaluer, si on peut l'évaluer, puis à un moment, il y a une décision à prendre avec le patient. En pratique, est-ce que tu as des conseils, des méthodes? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de réunir tout le monde, le patient, le chirurgien, le pneumologue, l'anesthésiste, pour arriver à une décision consensée. Il peut y avoir à un moment des patients pour lesquels on va dire c'est pas raisonnable, enfin on va suggérer c'est pas raisonnable, c'est le patient qui choisit et qui décide à la fin. Alors bien sûr, je pense que comme pour tout patient compliqué, si on peut avoir une réunion pluridisciplinaire, c'est l'idéal. Et le chirurgien, le pneumologue, l'anesthésiste, le réanimateur qui va le prendre en charge en post-opératoire, le patient, nous on les a rarement impliqués dans les décisions qui sont avant tout médicales. Après, ça dépend un peu du type de chirurgie. C'est sûr qu'un patient de BPCO très sévère, pour une chirurgie esthétique, je pense qu'il ne faut pas lui demander son avis. Sur une chirurgie vitale, on ne va pas lui demander son avis non plus, on va plutôt tendance à y aller. Sur quelque chose de fonctionnel, c'est peut-être plutôt dans ces cas-là où il y aura la place et l'avis relaté du patient au milieu de tout ça. Je comprends bien qu'il ne peut pas y avoir une réponse scientifique simple. On essaye sur les BPCO sévères, on essaye d'avoir un avis, on essaye toujours d'avoir on en discute toujours à plusieurs avec un chirurgien, plusieurs chirurgiens, l'avis d'un pneumologue, et si possible le pneumologue du patient si on arrive à le joindre, et plusieurs anesthésistes réanimateurs. C'est des cas qui sont tellement complexes que les décisions ne doivent jamais être unilatérales, mais comme tous les cas complexes, là ça s'adresse aux BPCO et aux patients respiratoires. Mais c'est quand même globalement, après, quand on décide chez le patient BPCO sévère d'aller à la chirurgie chez ces patients-là, on a tendance à toujours leur parler de la trachéotomie,
et potentiellement la trachéotomie définitive. Le patient qui refuse la trachéotomie définitive, ça va peut-être pencher pour le fait qu'on l'opérera pas. Ouais, ça, c'est un point extrêmement important, c'est que l'information, en rapport avec l'information du patient, y compris ce qu'il est prêt à accepter éventuellement ou pas, qu'il est conscient. Si on n'évoque pas explicitement ça, par exemple, jamais il y pensera. Nous, on le fait, les BPSO très sévères, c'est systématiquement évoqué avec eux. Une dernière question? Oui, excusez-moi. Bonjour. J'étais un petit peu étonnée parce qu'on parle de plus en plus de ventilation protectrice, de petits volumes grande fréquence, des manœuvres de recrutement. Et là, dans le BPCO, alors qu'on cherche à diminuer au maximum les complications respiratoires, on a une attitude quasiment inverse, avec grand volume, petite fréquence et les manœuvres de recrutement qui sont vraiment limitées. Tout à fait. Alors, entendons-nous bien, quand je dis au volume, c'est au volume version actuelle, c'est-à-dire 8-9 ml/kg, hein, c'est pas 12 ml/kg de poids théorique, on est bien d'accord. Et ça, on ne peut pas ventiler de manière protectrice un BPCO sévère puisque c'est l'hypercapnie assurée. Il faut lui laisser le temps d'expirer. Donc pour laisser le temps d'expirer, on est effectivement dans la politique inverse de ce qu'on fait dans le SDRA et la ventilation protectrice. Merci.